Donc je suis très heureux de faire cette petite conférence à Versailles sur ce travail donc, ce petit travail de recherche que je fais depuis une dizaine d'années, pas à temps plein, mais disons lors de mes loisirs. Et donc sur la dynastie des Fontainiers Francini. Alors Fontainier, je pense que c'est mieux de dire ingénieur hydraulicien, parce que ça n'était pas des fontainiers au sens propre du terme, et par ailleurs ils avaient beaucoup d'autres talents. Ils étaient dessinateurs, chorégraphes, organisateurs de spectacles. Donc je remercie la Société des Amis de Versailles de me permettre de faire cette conférence. Je remercie chacun de vous pour sa présence et par avance aussi pour son indulgence, parce que je ne suis ni ingénieur, ni fontainier, je ne suis pas historien non plus, donc c'est vraiment, je suis un amateur. Hein. Et je remercie aussi ma belle famille, mon beau-père, ma belle-mère, ma femme, mes enfants et ma belle-sœur, qui sont des descendants Francini, d'être venus. Donc ce que je suis, c'est que je suis seulement un passionné par l'histoire de cette famille dont je vais vous parler maintenant et je vous expliquerai pourquoi elle me passionne. Alors, je suivrai le plan suivant. Pourquoi cet intérêt pour les Francini? Ensuite, qui étaient les Francini? En troisième point, l'œuvre francinienne, donc aqueduc, système hydraulique, fontaine et grotte. Alors, à Fontainebleau, hein, principalement un aqueduc et des fontaines. À Saint-Germain-en-Laye, des grottes dans lesquelles il y avait des automates hydrauliques. À Paris, donc au bout de l'aqueduc Médicis, qu'on appelle l'aqueduc du Luxembourg, le pavillon de l'Observatoire, et dans le jardin du Luxembourg, la fontaine Médicis. En France, quelques grottes et quelques nymphées qu'on a pu identifier comme étant l'œuvre des Francines. Et enfin, donc l'œuvre versaillaise, puisque nous sommes ici à Versailles. En quatrième point, je parlerai de la descendance francinienne, parce qu'il y a beaucoup de familles descendent des Francines. L'ancêtre a eu une belle descendance, bien que le nom ne soit plus porté. Et donc je conclurai. Alors pourquoi cet intérêt pour les Francines? En 1974, donc j'avais une douzaine d'années, on m'a offert un petit livre qui s'appelle toujours Dictionnaire et armorial des noms de famille de France, écrit par un Pierre Blanche, qui était un généalogiste et aussi amateur d'héraldique. Ce livre, on le trouve encore dans les bibliothèques municipales. Et en fin de compte, cet auteur a consulté tous les armoriaux d'Hozier et a repris tous les noms de famille, et il a mis un petit descriptif de héraldique, mais simplifié, donc rendant le blason, la science du blason, facile à comprendre pour le commun des mortels. Donc j'avais 12 ans, et j'ai vu donc à la rubrique Francini, famille de Florence venue en France en 1600, une main gantée tenant une pomme de pin et une étoile et 3 fleurs de lys. Et j'étais intéressé par les fleurs de lys, et je me suis demandé pourquoi cette famille avait des fleurs de lys dans ses armoiries. 4 ans plus tard, donc, on m'offre un autre armorial, qui est l'armorial du Buisson, qui s'appelle l'armorial des principales familles du royaume de France. Et là, à la lettre F, je vois Francini, et je vois Seigneur de Villepreux, avec donc le dessin que vous voyez sur cet écran. Donc la même description avec le descriptif héraldique complet, d'azur, dextrochère d'argent, tenant une pomme de pin et accompagné de 3 fleurs de lys, donc 2 en chef, et 2 en chef, une en pointe, et le tout donc surmonté d'une étoile à ciré. Voilà. Donc je me demandais toujours, je n'avais pas élucidé ma question de savoir pourquoi cette famille italienne avait des fleurs de lys dans ses armoiries, des fleurs de lys d'or sur fond d'azur, comme les armes de France. Ça, c'est ma première raison. La seconde raison, c'est quelques années plus tard, donc en 1988, donc j'ai épousé une descendante des Francini, descendante, alors comme vous le voyez sur le tableau généalogique, donc dans mon dos, le premier en haut donc, est Thomas Francini qui épouse Louise Porcher, et donc mon beau-père et ses enfants descendent donc d'une fille de Tommaso Francini, celle que vous voyez en deuxième position, Marie de Francine, qui a épousé donc un Normand, Anne du Fayet de Carzy. Et en fin de compte, on voit, je le sais, entre Tommaso Francini et ma belle famille, il n'y a eu
que trois changements de nom, ce qui n'est pas beaucoup sur plus de 400 ans. Donc inutile de vous dire que cette ascendance a décuplé mon intérêt pour les Franchini, a réveillé cet intérêt que j'avais quand j'étais adolescent. Et donc, comme j'habite Versailles, je me suis mis à rechercher tout ce qui pouvait concerner les Franchini. Enfin, la troisième raison, c'est que ma belle famille avait possédé l'hôtel d'Albret à Fontainebleau, donc, qui était dans l'enceinte du château. Et ma belle famille a été Bellifontaine depuis le 19e siècle, et à ce titre donc très intégré dans le château, puisque cet hôtel d'Albret autrefois faisait partie du château. Et donc pour marquer ce souvenir et cette ascendance, mon beau-père et sa famille ont offert au parc du château de Fontainebleau un banc. Il y avait une souscription pour offrir des bancs. Donc ils ont offert un banc avec... Ils pouvaient mettre une dédicace, donc c'est ce que vous voyez derrière moi, à notre aïeul Tommaso Francini. Voilà, pour signifier cette ascendance. Alors, qui étaient les Franchini? Eh bien, les Franchini, c'est d'abord deux frères, donc à deux générations, deux frères ingénieurs hydrauliciens. Donc, première génération, Tommaso et Alessandro. Deuxième génération, François et Pierre. François et Pierre étant les fils de Tommaso. Alors, les uns, donc la première génération a surtout œuvré à Saint-Germain-en-Laye et à Fontainebleau. La deuxième génération, François et Pierre, ont œuvré pratiquement exclusivement à Versailles, mais également un peu à Fontainebleau. Les Francini, c'est aussi donc 6 générations d'intendants des eaux et fontaines des maisons royales. Donc depuis Tommaso, le premier de la lignée, donc en 1623, jusqu'au dernier de la lignée, le petit Thomas Honoré, qui est décédé à l'âge de 11 ans et qui avait encore cette charge qui était plus honorifique qu'effective et qui est mort donc en 1784. Tommaso, le premier de la lignée, qui est arrivé en France sous Henri IV en 1598, c'est le plus célèbre, et c'est celui qui a, à mon avis, le plus apporté en matière d'hydraulique et de fontaine. Alors, je les ai représentés ici sous la forme de silhouettes, parce que je cite une historienne qui est professeure à la Sorbonne, Madeleine Foisy, donc qui est décédée, qui a écrit dans son livre sur l'enfance de Louis XIII, donc je la cite, dans le journal d'Hérouard, donc Hérouard était le médecin et le gouverneur du Petit Dauphin, futur Louis XIII, Francini, donc Tommaso, garde entièrement son mystère. Il n'est qu'une ombre sans contour, sans dessin, sans visage, un nom seulement. Et effectivement, nous n'avons aucune représentation de lui, ni de ses enfants. Par contre, nous avons une représentation de son frère cadet Alessandro, que vous voyez donc ici. Il a bien un visage d'Italien, et il est représenté avec au-dessus de sa tête les armoiries Francini, et il est représenté dans un espèce de portique, puisqu'il était réputé pour dessiner des portiques, et il a écrit un livre d'architecture qui présente justement une cinquantaine de portiques de sa conception. Les Francini, c'est aussi une famille avec un nom. Le patronyme Francini, c'est leur patronyme florentin quand ils sont arrivés en 1598 en France. Puis ils sont devenus rapidement Francino à Saint-Germain-en-Laye quand ils étaient au service d'Henri IV. C'était Francino. Puis ensuite Franchine, puis Francine, et ensuite donc Francine de Francine. Ce nom donc est éteint au XXIe siècle, mais il y a eu beaucoup de descendants. Tommaso, le premier de la lignée, a eu 13 000 descendants. Et là, actuellement, je pense qu'il y a 700 descendants vivants. Donc c'est une famille qui était très, très prolifique. Enfin, les Francini, c'est aussi, donc ce sont des papiers de famille qui existent toujours et qui ont été rachetés, je ne sais pas où elle les a trouvés, par une certaine Madame de Pardaillan, qui les a ensuite déposés aux archives à l'époque aux archives des Yvelines, c'était les archives de Seine-et-Oise, donc en 1914 et en 1923. Donc tous les papiers Francini sont
consultables aux archives des Yvelines, et c'est une collection qui est très riche. Enfin, les demeures familiales des Francines, c'est principalement le Grand Maison à Villepreux. Ils s'en sont débarrassés à la fin du XVIIIe siècle parce qu'ils étaient ruinés. Donc finalement, que reste-t-il d'eux? Nous allons le voir, mais des papiers de famille, il n'y a plus de maison de famille, mais après leur œuvre. Alors, si on regarde un peu pour les présenter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé, je dis donc qu'il reste des papiers de famille, il reste aussi des dessins. Des dessins, là, ce sont ici les dessins de Tommaso. Parce que Tommaso et Alessandro ont fonctionné en frères, donc toujours ensemble, mais Tommaso l'aîné avait toujours le lead, Alessandro était plutôt dans l'ombre. Donc Tommaso a laissé 58 dessins de Fontaine, qui en plus, c'était des dessins qui ont été gravés, et qui ont été gravés par donc, les trois principaux graveurs de l'époque, Abraham Bosse, Michel Lannes et François Blanchin. Donc ces gravures existent toujours, et elles sont, on voit dans l'angle gauche, il y a la signature de Tommaso de Francine. Alors on pense que Tommaso au départ voulait faire un livre, voulait donc en gravant ces dessins de Fontaine en faire un livre, peut-être uniquement, non pas pour le diffuser, mais pour garder une trace de ce qu'il avait, de son œuvre, de ce qu'il avait dessiné. Et finalement, ces dessins sont restés en dessin, enfin en gravure libre, et donc sont aux archives nationales. Alors, comme vous le voyez, ces dessins sont assez variés. Ce sont, comme le dessin numéro 1, ce sont soit des dessins de portiques, des fontaines avec des portiques, soit des fontaines avec des vasques, comme le dessin numéro 2, soit, comme le dessin numéro 3, des espèces de grottes un peu pétrifiantes. Et entre le 3 et le 4, vous voyez qu'il y a une ressemblance. En fin de compte, parfois, ces dessins ont abouti à la conception d'une fontaine. Le dessin 4, c'était la fontaine de la Volière à Fontainebleau, donc elle a existé. Et enfin, ces dessins s'inspirent parfois de l'Italie et de Florence. En 5, vous voyez une statue d'un Bacchus sur son tonneau. C'est une statue donc, dans une villa florentine. Et en fin de compte, donc, en dessous, c'est un dessin de Tommaso qui a un peu introduit ce type de fontaine avec un peu qu'on appelle un peu un art franco-florentin. Là, c'est Alessandro. Je vous ai dit c'était deux frères, mais finalement, ils étaient bien différents au niveau de leur créativité et de leur création. Alessandro faisait plutôt des dessins des plans, des plans et puis des dessins de portiques, donc il avait plutôt une âme d'architecte. Donc là, vous avez deux dessins qui sont des perspectives cavalières du château de Fontainebleau et du château de Saint-Germain-en-Laye. Lui, Alessandro, bien qu'il soit un cadet, il a réussi à publier un livre, donc c'est un livre d'architecture dans lequel il a mis son portrait au départ, et puis il se vante un peu de tout ce qu'il sait faire. Voilà. Donc peut-être moins modeste que son aîné Tommaso. Alors, qu'ont-ils fait en plus donc, de ces dessins de Fontaine et de ces fontaines? Ils avaient quand même de grands talents, et Tommaso, par exemple, il a réalisé, donc, en plus de fontaines décoratives, des fontaines thermales, notamment donc, dans les fontaines de Forges-les-Eaux, en Normandie. C'est lui qui les a drainées et qui a créé 3 fontaines, la Rainette, la Royale et la Cardinale, en hommage au roi, à la reine et au cardinal de Richelieu. Et c'était des fontaines donc à visée curative. Tommaso était aussi décorateur, scénariste, ordonnateur de fêtes, donc il a organisé certaines festivités, notamment pour l'entrée de la reine Marie de Médicis à Paris en 1610. Et en 1615, lorsque sa fille Élisabeth a épousé le roi d'Espagne, il a organisé un ballet qui s'appelait le ballet de Madame, avec des tableaux animés, avec carrément des automates. Donc c'était vraiment il était très doué pour la mise en scène finalement. Alors, je suis toujours donc dans ma partie qui étaient les Francini. C'était donc des Italiens, des Florentins. Et avant d'être fontainier, donc Tommaso,
avant d'être fontainier, est connu pour être ingénieur hydraulicien et constructeur de grottes. Les Francini, c'était une vieille famille établie à Florence et dont la réputation finalement n'était pas allée au-delà des murs de Florence. Ils étaient impliqués dans la vie de la cité comme prieurs, c'est-à-dire c'était des conseillers élus par quartier pour des périodes très courtes, donc des gens, disons, honorables. Quand ils sont arrivés en France, enfin plusieurs années après, il a fallu qu'ils apportent une confirmation de leur noblesse en 1666. Et là, ils ont demandé à leurs congénères florentins de leur envoyer tout ce qu'ils pouvaient en preuve. Et là, donc, je vous ai mis extrait des archives des Yvelines, un très beau dessin original, qui représente les armoiries francines et en fin de compte la tombe des Francines à Florence. Donc vous voyez, photographié par mon beau-père à Florence, contre l'église San Stefano, la représentation, la photo de la tombe. Donc vous voyez la similitude entre les deux éléments. Cette tombe qui a été construite en 1576, et dans laquelle est enterré le grand-père de Tommaso, plus quelques-uns de ses descendants. Alors, après, on peut se demander d'où provenaient les Francini. Parce que on voit ces armoiries, et puis on a cette confirmation de noblesse qui a été faite par le roi, mais on pense que c'était un peu une faveur, parce qu'ils avaient bien travaillé pour lui, donc il a facilité cette confirmation de noblesse, alors que récemment, on vient de trouver, dans les archives de Florence, que le père de Tommaso, en fin de compte, était un forgeron, et qu'il avait fait des ferronneries pour le Palais Pitti à Florence. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'origine aristocratique, vraisemblablement, et donc comment ont-ils fait pour faire confirmer leur noblesse suite à l'arrêt du Conseil de mars 1666? Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à leurs congénères florentins de leur envoyer des attestations. Donc, dans les archives des Yvelines, on trouve 21 pièces au total, des attestations. Parmi celles-ci, certaines ont une plus grande crédibilité que d'autres. Donc certaines ont été faites par les habitants de Florence. C'est une attestation de 1655. En 1657, une attestation de deux personnalités de Florence, Jean-Baptiste de Gondi, donc un Gondi et les Gondi qui sont arrivés en France ensuite, et Giovanni Barducci qui était évêque de San Miniato. Et puis un autre certificat que j'ai trouvé quand même assez sérieux, qui a été émis par le grand-duc de Toscane en 1658, voilà, qui confirmait la filiation de Tommaso. Donc je vous envoyais des exemplaires ici. Je ne connais pas l'italien, donc je ne traduirai pas. Nous en arrivons à la troisième partie, l'œuvre francilienne. Alors, donc je vous ai dit qu'ils étaient florentins, et en fin de compte, tout a commencé à Florence et à la génération de Tommaso. C'est Tommaso, donc le premier ancêtre connu et réputé pour ses fontaines. Tommaso, donc à Florence, il a fait ses premières armes dans une villa médicéenne, donc Pratolino, donc dans le parc de Pratolino, dont il ne reste plus grand chose sauf le géant que vous voyez ici, cette statue. Et donc il y avait des grottes avec plusieurs étages, et dans les grottes, Tommaso donc a installé des automates hydrauliques déjà, automates qui représentaient soit des scènes mythologiques, soit des scènes champêtres. Alors il y avait trois scènes, un berger guidant son troupeau, la métamorphose de Narcisse et le combat d'Hercule et du dragon des Hespérides. Donc c'était des automates hydrauliques qui étaient animés et qui préfigurent ce que Tommaso installera ensuite à Saint-Germain-en-Laye dans les grottes. Voilà. Donc il a fait ça à peu près entre 1580 et 1595, donc il est bien resté 15 ans dans ce jardin, et il était en fin de compte le surintendant des fontaines de Pratolino. Il a été nommé le 24 octobre 1594 par le grand-duc Ferdinand, qui était l'oncle de Marie de Médicis, et à qui appartenait donc Pratolino. Alors il faut savoir que des automates hydrauliques, c'était déjà connu depuis plusieurs siècles, puisqu'on a identifié en Artois
le château d'Edin, qui avait déjà au XIIIe siècle des automates hydrauliques. Voilà. Et puis en Italie également, il y avait le château italien d'Albuane Consiglio, qui appartenait aux évêques de Trente et qui avait également des automates. Alors, bon, après cette expérience florentine, ils sont arrivés, enfin Tommaso a été le premier à arriver en France en 1598, naturalisé en 1600 par Henri IV, donc très rapidement. Donc vous voyez ici, donc, tiré toujours des archives des Yvelines, l'acte de naturalisation. Et alors, on peut se demander pourquoi il est arrivé en France. Alors, il y a deux versions. La première version, c'est celle qui est donnée au XVIIIe siècle dans un mémoire que les derniers descendants ont écrit, et ils disent « Tommaso Francini, le premier de cette famille, qui est venu en France, y a été appelé par Henri IV. Il avait sans doute la connaissance et les talents de la découverte des sources et des fontaines. » Ça, c'est la version du XVIIIe siècle, appelé par Henri IV. Au XXIe siècle, donc tout récemment, les chercheurs en fontaine, en hydraulique, qui font des colloques régulièrement, ont trouvé dans des documents que finalement, enfin, au lieu d'être appelé par Henri IV, il avait été offert par le grand-duc de Toscane à Henri IV. Il avait été mis à sa disposition. Mis à sa disposition, mais quand je dis offert, c'est qu'il faisait partie d'un lot. D'un lot de statues. Hein, voilà. Il a effectivement le grand-duc Ferdinand, entre 1597 et 1600, a offert à Henri IV pour Saint-Germain-en-Laye, pour le parc du château de Saint-Germain, tout un tas des statues, des arbres rares, des matériaux, des coquillages pour décorer le parc. Et les statues, il y en avait 6. Une Vénus qui a été retrouvée récemment dans le château de Corbeil-Essonnes, et puis d'autres statues de Mercure, de Triton, enfin on en a 3 qui existent encore. Hein. Donc c'était des bronzes qui avaient été faits par Jean de Bologna. Il y avait également un automate, et puis des semences de fleurs, enfin voilà, tout ça pour le château de Saint-Germain-en-Laye. Donc on pense que c'était un peu un cadeau diplomatique, mais en tous les cas, Tommaso, il fait partie de ce lot. Donc c'est amusant de penser, Tommaso c'est un être humain quand même, et là il a été mis à disposition comme un peu comme un objet. Mais donc très rapidement, Henri IV a apprécié Tommaso et donc l'a gardé, a tenu à le garder, c'est pour ça qu'il l'a naturalisé si rapidement. Alors il faut savoir qu'en France, et que près de Saint-Germain-en-Laye, il y avait déjà des Italiens, il y avait déjà des Italiens à la cour, mais il y avait les Gondi, qui étaient déjà à Villepreux depuis 1574. Donc je pense que les Gondi, ils ont aussi servi un peu d'aspirateur pour faire venir les franchis. Alors au niveau de leur œuvre, c'est pas la peine de regarder dans le détail, mais disons leur action, on peut la résumer en 5 mots d'ordre. C'était des ingénieurs hydrauliciens. Trouver l'eau, acheminer l'eau, stocker l'eau, faire jouer l'eau et récupérer l'eau. Et ces 5 actions, eh bien, ils les ont toutes cumulées à Versailles. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Et chronologiquement, nous voyons que ces 2 générations de fontainiers, ils ont travaillé quand même très longtemps dans chacun des parcs royaux. À Fontainebleau et à Saint-Germain-en-Laye, près d'un demi-siècle. Parce qu'ils ont construit, mais il fallait aussi entretenir ces fontaines et ces automates. Au Luxembourg, Jardin du Luxembourg, 38 ans, parce qu'il y avait l'entretien des fontaines, mais également de l'aqueduc. À Versailles, un quart de siècle. La 2e génération, donc à peu près 25 ans. Par ailleurs, donc sur une période de 20 ans, ils ont construit des grottes de jardin ou des nymphées en France, mais elles ne sont pas signées. Donc c'est très difficile de savoir la part de leurs travaux dans les milieux aristocratiques français, mais on pense qu'ils ont beaucoup construit, mais ça n'est pas signé, et de temps en temps des devis sont retrouvés à leur nom. C'est comme ça qu'on réussit à identifier un travail dans une propriété en France. Les lettres patentes qui les ont nommés intendants des eaux de France décrivent parfaitement donc leur fonction. Je cite: ils ont la charge et l'intendance des eaux des fontaines, grottes, mouvements, c'est-à-dire mécanisme, aqueduc,
artifices et conduites d'eau des maisons royales, châteaux et jardins de Paris, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et de la conduite des eaux de Rungis. Ça, c'était avant qu'il n'arrive à Versailles. Alors, parlons tout d'abord de Fontainebleau. Fontainebleau, donc, c'est après Saint-Germain-en-Laye, c'est leur premier chantier. Fontainebleau, donc, c'était fréquenté par les rois de France depuis déjà avant que les Francini n'arrivent, puisque François Ier y arrive en 1527. Il fréquente Fontainebleau parce que, comme pour Versailles, finalement, il venait chasser, et donc il a commencé par construire un pavillon de chasse. Et puis ensuite, finalement, il s'y est établi. Il y est revenu assez souvent. Henri IV, roi de France à partir de 1589, va s'attacher à Fontainebleau, va agrandir le château et va aménager le parc existant en l'agrémentant de fontaines et d'un grand canal. Et donc les Francini vont suivre Henri IV de Saint-Germain-en-Laye à Fontainebleau. En 1599, Tommaso a été nommé par Henri IV ingénieur ordinaire des fontaines et grottes de Sa Majesté. Alors à Fontainebleau, quand ils sont arrivés en 1603, les Francini arrivaient dans un parc qui était déjà bien irrigué, parce que il y avait, alors au nord-est de Fontainebleau, un endroit qui s'appelait les Monts Pierreux, avec beaucoup de sources, et il y avait les restes d'un aqueduc gallo-romain qui conduisait l'eau de cet endroit à la proximité du château. Donc François Ier avait construit un aqueduc sur le tracé de cet aqueduc gallo-romain, et en fin de compte, les Francini n'ont eu qu'à le rehausser. Mais ce qu'ils ont fait de génial à Fontainebleau, c'est que ils ont rehaussé cet aqueduc et ils l'ont conduit jusqu'au centre de la ville, où ils ont construit un château d'eau, qui s'appelle un château d'eau, un pavillon des fontaines, dans les sous-sols duquel il y a des bassins de recueil. Et à partir de ces bassins de recueil, les canalisations partent et arrivent dans le parc pour irriguer les fontaines. Donc les Francini, la première génération, Tommaso et Alessandro, ont habité ce pavillon, cette maison, qui a été restaurée au-dessus il y a la date de construction 1608, et ils l'ont habité, quand ils étaient à Fontainebleau, de plusieurs dizaines d'années. En 1642, ils y habitent encore, et puis ensuite, ils vont habiter un hôtel particulier dans Fontainebleau. Donc, ce système existe toujours. Nous l'avons visité lors de notre journée familiale il y a un an à Fontainebleau. Alors, ce château d'eau était destiné à alimenter des fontaines. Alors, quelles étaient les fontaines que les Francini ont construites à Fontainebleau? Quand je dis les Francini, c'est toujours les Francini de la première génération. Ils en ont construit à peu près une dizaine. Mais parmi cette dizaine, disons qu'il y en a 4 qui sont mythiques. Alors, celle que vous voyez là, à ma droite, c'est la première fontaine construite par les Francini qui s'appelle la fontaine de Persée. Donc elle a été dessinée par Tommaso, vous voyez un de ces 58 dessins, parce que cette fontaine n'existe plus, elle a bien été faite dans le parc, mais ensuite elle a été détruite. Donc c'était une fontaine qui la première de son espèce à joindre l'utile à l'agréable, puisqu'elle servait à la fois comme décoration, mais elle servait aussi pour alimenter la bouche du roi. Et on sait qu'elle était cantonnée par 4 dauphins, et les Bélifontins appelaient ces dauphins les morues. Et le petit dauphin, Louis XIII, était très impressionné par cette fontaine, et il était fasciné par la fontaine. C'est décrit dans le journal des rois. La seconde fontaine, construite par les Francini à Fontainebleau, est la fontaine de la Volière, construite dans cette aile du château qui s'appelait la Volière, qui avait été édifiée en 1599. Donc là pareil, nous voyons une gravure d'Abraham Bosse, d'après un dessin de Tommaso Francini, qui représente cette fontaine de la Volière, et vous voyez que c'est un peu une représentation un peu en rocaille, un peu une grotte un peu fantastique, avec au milieu une statue. Et le père Dan, qui en 1642 écrit un livre sur les fontaines, le parc du château de Fontainebleau, décrit cette fontaine comme étant un beau et grand rocher d'artifice, d'où sortent divers jets de fontaines qui jaillissent et vont ruisselant le long de cette volière dans des petits canaux de pierre. Cette fontaine, elle n'existe plus non plus. Les 2 autres fontaines
construites par les Francini et qui étaient quand même renommées, c'est la fontaine du Tibre et la fontaine de Diane. Alors la fontaine du Tibre, c'est celle que vous voyez en haut à droite, qui n'existe plus non plus. Vous voyez le dessin donc fait par Tommaso. Donc elle était faite, le Tibre, donc le fleuve représenté sous la forme d'un homme, a été fondu par le Primatis, donc qui était un sculpteur, et c'était une fontaine avec 14 jets d'eau, donc avec beaucoup de vases autour et des aiguières. Les aiguières, vous en voyez une photo en dessous, c'est tout ce qu'il reste de cette fontaine. Ces aiguières, donc elles sont actuellement conservées au Louvre, mais elles ont été mises pendant un certain temps dans les bosquets de Versailles, à la fin du 19e siècle. Donc elles sont passées par Versailles avant d'aller au Louvre. C'est tout ce qu'il reste de cette fontaine. Par contre, donc finalement, la seule fontaine, œuvre des Francini qui reste dans le parc du château, c'est la magnifique fontaine de Diane, donc dans le jardin de Diane, et qui a aussi une histoire, puisque à l'origine, cette statue de Diane, c'était une statue en marbre blanc qui avait été offerte par le pape Paul IV à Henri IV, et donc Henri IV donc, a retiré la statue d'origine et donc a fait fondre une copie. Alors, la copie a été fondue en 1602 par Barthélemy Prieur, et il a demandé aux Francine de faire une fontaine pour honorer la statue. Donc cette fontaine est très particulière, puisqu'en haut il y a la statue de Diane, chasseresse, et il y a en dessous donc des chiens, 4 chiens, et en dessous des têtes de cerf. Voilà. Et c'est une fontaine qui est un peu en creux, ce qui est un peu particulier, elle n'est pas en élévation, elle est en creux. Et donc cette fontaine existe toujours. Donc en plus de ces fontaines, disons, renommées, les Francini ont fait à peu près, j'ai dit, donc 6 fontaines qui sont beaucoup plus modestes et dont il ne reste rien. Donc ils ont œuvré à Fontainebleau jusqu'en 1649, c'est la date de la mort d'Alessandro. Et on peut dire qu'ils ont œuvré à Fontainebleau jusque-là parce qu'il reste des devis de l'entretien des fontaines, donc avec leur nom. Donc on sait qu'ils ont continué à y travailler. Cependant, donc, alors c'est l'abbé Guibert qui a écrit en 1731 un livre aussi sur le château de Fontainebleau et le parc, et qui dit: quelques soins qu'eût pris les Francines de donner à leur fontaine toute la magnificence et la majesté qui accompagnaient naturellement ces entreprises, ces chefs-d'œuvre s'éclipsèrent au commencement du règne de Louis XIV, c'est-à-dire qu'elles ont disparu. Mais les Francines sont revenus à Fontainebleau, c'est-à-dire les deux fils, François et Pierre, qui ont travaillé à Versailles, ont également travaillé à Fontainebleau. Donc ils ont fait 2 fontaines, et ils ont fait également les cascades qui marquent la transition entre le parc et le Grand Canal. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu une continuité entre les 2 générations, notamment à Fontainebleau. Le deuxième lieu donc, où les Francines ont travaillé, c'est Saint-Germain-en-Laye. Quand je dis le deuxième lieu, c'est finalement le premier endroit sur lequel ils sont arrivés. Donc, alors que le château neuf venait d'être construit, le château neuf qui a été bâti par 3 générations de Henri II, Henri III et Henri IV. Alors à Saint-Germain-en-Laye, pareil, pas de problème pour avoir de l'eau, puisqu'il y avait des fontaines et il y avait des sources d'approvisionnement. D'une part, la source d'Aigremont et ce qu'on appelait le grand cours du château de Saint-Germain, qui était donc une fontaine dans Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, donc le parc, c'était un site vraiment grandiose, donc avec des jardins qui descendent en terrasse jusqu'à la Seine. On n'imagine pas ce que c'était. Saint-Simon, qui n'a pas manqué de dresser un parallèle entre Versailles, qu'il n'aimait pas du tout, et Saint-Germain-en-Laye, a écrit « Saint-Germain, lieu unique pour rassembler les merveilles de la vue, l'avantage et la facilité des eaux de source sur cette élévation, les agréments admirables des jardins, des hauteurs et des terrasses. » Et c'est vrai donc que vous voyez sur les stands du château, là vous voyez plusieurs niveaux, plusieurs étages, et dans ces niches, donc il y avait donc comme des grottes, et c'est à l'intérieur que les Francini ont aménagé, ont mis des automates hydrauliques. Donc vous voyez en dessous là 3 images qui représentent les grottes avec les automates hydrauliques. Une petite image qui représente ces grottes telles qu'elles sont maintenant, parce qu'elles existent toujours, mais elles sont condamnées. Mais il y a toujours des traces.
Alors là, on ne voit pas très bien, mais c'est un plan coupe sagittale, disons, qui montre un peu les différents niveaux de grottes. En fin de compte, il y avait 2 niveaux de galeries. Hein. Au premier niveau, une galerie qu'on appelait la galerie dorique, avec la grotte des orgues et la grotte de Neptune. Alors la grotte des orgues, c'était une grotte dans laquelle il y avait un automate, c'était une femme avec un orgue, et cette automate femme donc, tournait le dos au public et jouait de l'orgue hydraulique. La grotte de Neptune, parce que c'était souvent des grottes avec des thèmes mythologiques. Au second niveau, il y avait la galerie toscane, avec la grotte de Persée, la grotte d'Orphée et la grotte d'Herculée. Dans ces grottes, il y avait une véritable scénographie, avec des changements de décors et donc beaucoup d'eau. Et alors, bon, ces grottes, donc, elles ont été entretenues, c'est ce que je vous ai dit, pendant à peu près 50 ans. Mais c'était des lieux humides, ça rouillait, donc il fallait sans cesse faire des réparations au niveau de ces automates. Et les grottes en elles-mêmes, elles ont subsisté jusqu'en 1649. Et puis après, elles n'ont plus été entretenues. Et donc, finalement, tout a été plus ou moins détruit, mais il reste quand même, sur l'extérieur, la marque de ces grottes. Alors, comme vous le voyez là sur les photos, vous voyez les niches. Donc, c'est quand même l'ouverture de ces grottes dans lesquelles il y avait les automates hydrauliques. Et quand on prend la vue en perspective cavalière faite par Alessandro Francini, si on fait des petites coupes longitudinales, il y a encore des restes de ces jardins. Évidemment, ils ne vont pas jusqu'à la Seine, mais là, vous voyez en bleu, il reste ce pavillon du jardinier qui existe toujours, et puis vous voyez des photos donc de très jolis jardins qui sont comme des tranches de ce qui peut rester de ces jardins en terrasse, et qui parfois ont été comparés aux jardins suspendus de Babylone. Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces jardins et ces grottes, Henri IV les appréciait beaucoup. Donc, et les automates avaient un rôle aussi ludique, c'est-à-dire que parfois, Henri IV s'amusait beaucoup de voir les automates cracher de l'eau sur les gens qui passaient devant la grotte. C'était un peu un jeu et ça le faisait beaucoup rire. Alors, je vous ai dit donc les Francines, on a parlé donc de Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye. Un troisième endroit francinien, donc avant de parler de Versailles, je vous ai parlé donc du pavillon de l'Observatoire et de l'aqueduc, l'aqueduc de Luxembourg, qu'on appelle aussi aqueduc de Rungis. Alors, la petite maison que vous voyez sur la photo en haut, par là, donc c'est une petite maison qui est très symbolique parce que donc c'est le château d'eau donc de l'Observatoire dans lequel les Francini ont habité, hein, qui était un peu le pendant du château d'eau de Fontainebleau, puisqu'il a été conçu exactement de la même manière, et donc construit entre 1619 et 1623. Et très curieusement, donc les Francini y ont habité au début, enfin il y avait un logement dans les années 1630, et curieusement, les derniers Francini ruinés sont revenus y habiter en 1784. Donc c'est un endroit très francinien, disons. Alors pourquoi ce château d'eau ? Ce château d'eau, c'était l'aboutissement de l'aqueduc qu'on appelait l'aqueduc d'Arcueil ou aqueduc Médicis, qui était un aqueduc long de 13 km, qui était ponctué de 27 regards. Donc ce pavillon était le dernier regard, qui lui aussi était construit sur un aqueduc gallo-romain. Et il débutait aux sources de Rungis. Alors, pourquoi cet aqueduc ? Pour 2 raisons. C'est parce que, donc, au début du XVIIe siècle, la rive gauche de Paris manquait d'eau. Ça peut être surprenant puisqu'il y avait la Seine, mais elle manquait d'eau, d'une part, et d'autre part, la régente Marie de Médicis donc, était lassée de son palais du Louvre et elle voulait se faire construire un autre palais, donc le palais du Luxembourg, à partir des années 1610, et avec un parc, il fallait de l'eau pour ses fontaines. Donc dès 1612, la ville de Paris donc, a pris l'avis de plusieurs spécialistes pour construire l'aqueduc et les fontaines, et on sait, pour avoir retrouvé des devis, que Tomaso donc, a donné des avis pour la construction donc, de cet aqueduc. Alors cet aqueduc, la première pierre de l'aqueduc a été posée le 17 juillet 1613, inauguré par Louis XIII et par la régente Marie de Médicis,
Mais c'est un chantier qui devait durer 3 ans et qui finalement a duré 10 ans, donc jusqu'en 1623. Donc en 1623, l'aqueduc arrive à la maison du fontainier. Et il faut encore attendre 5 ans, donc 1628, pour que l'eau arrive dans les fontaines publiques. Donc vous voyez tout le laps de temps qu'il a fallu pour mettre cet aqueduc, cette eau à disposition. Alors le relais, c'était ce petit château d'eau, donc qui abritait des bassins. Il y avait 3 bassins. À Fontainebleau, il n'y en avait qu'un, mais il y en avait 3. Il y avait le bassin du Roi, qui avait une contenance de près de 7 mètres cubes, donc qui servait à alimenter le palais du Luxembourg et ses fontaines. Il y avait ensuite le bassin pour la ville, qui faisait à peu près 4-5 mètres cubes, qui alimentait les fontaines publiques de la rive gauche. Et il y avait le bassin des entrepreneurs, corporation à laquelle appartenait Salomon de Brosse, qui était un des constructeurs de l'aqueduc, et qui commercialisait là une partie de son eau au public. Alors, donc on vient de voir le Luxembourg. Les autres œuvres donc, de cette première génération de Francini, c'était aussi des nymphées ou des grottes de jardin. Alors, à droite, vous voyez donc ce qu'on appelle la grotte du Luxembourg, donc, qui est une grotte dans le style des grottes de Francini, qui ressemble beaucoup au dessin que je vous ai montré, et que là vous voyez au milieu des photos. Au départ, la parenté de cette grotte n'a pas du tout été attribuée à Tommaso Francini, elle était attribuée à Salomon de Brosse. Et c'est finalement, donc, en retrouvant des devis, qu'on a compris que c'était Tommaso qui avait œuvré pour la construction de cette fontaine. Vous voyez donc à gauche en haut un autre nymphée qui a été construit. Alors la fontaine Médicis, la fontaine du Luxembourg, a été édifiée entre 1625 et 1630. 5 ans plus tard, Claude de Bullion, qui était surintendant des finances de Louis XIII, qui vivait donc à Crépierre, près de Saint-Germain-en-Laye, a fait édifier dans le parc de son château un nymphée de jardin ressemblant beaucoup à celui du Luxembourg, dont vous voyez la photo à gauche. Et là, donc, on a retrouvé 2 devis faits par Tommaso Francini, donc, qui témoignent que Tommaso donc, a travaillé sur ces fontaines, d'une part pour l'évacuation des eaux de la fontaine et d'autre part pour des techniques d'étanchéité des bassins, parce que c'était son talent de savoir étanchéifier les bassins. Voilà. Et d'ailleurs, avec de la glaise, ce talent-là et cette recette, ses fils François et Pierre l'ont utilisé à Versailles au niveau des réservoirs. Voilà. Donc, finalement, alors l'autre photo en bas, c'est un autre nymphée qui est là en Bourgogne, c'est le nymphée d'Ombreville, qui était dans le parc du château du cardinal de Neuville. Alors celui-ci n'est pas authentifié, mais il ressemble fortement aussi aux autres. Donc il se présente toujours sous la même forme. Il y a 3 niches, il y a des colonnes d'ordre toscan, il y a un fronton, et de chaque côté du fronton, il y a une statue qui représente en fin de compte des allégories de fleuves. Donc ça rappelle aussi les statues qu'on voit à Versailles avec les allégories des fleuves de France. Donc il y a de fortes probabilités pour que ce nymphée d'Ombreville soit aussi une œuvre des Francine. Alors, vous pourriez me dire, et est-ce qu'ils ont œuvré ailleurs dans des parcs, d'autres parcs royaux? On connaît bien, nous ici, le parc de Saint-Cloud. Et je me suis souvent posé la question de savoir si les Francini avaient travaillé à Saint-Cloud. Et en fin de compte, donc, dans un colloque récent sur les Francini, les chercheurs qui ont présenté leurs travaux ont identifié une fontaine qui a été construite, une grotte de jardin qui a été construite par les Francini, parce qu'on a retrouvé aussi un devis, donc dans le parc du château de Saint-Cloud, qui s'appelait la fontaine du bout de l'allée du Mail. Alors l'allée du Mail, c'est l'allée qui est parallèle à la route le long de la Seine. Cette fontaine n'existe plus, mais il y a des dessins, et donc c'est les Francini, alors on ne sait pas lequel, c'est sans doute Tommaso qui l'a conçu. Et on peut penser qu'ils ont certainement participé à la conception d'autres fontaines du parc de Saint-Cloud. Peut-être qu'on trouvera d'autres devis qui l'attesteront. Alors, on n'est jamais mieux chaussé que par soi-même. Donc les Francini travaillaient pour les autres, mais ils ont aussi cultivé leur jardin. Et à Villepreux, donc à Grand-Maison, eh bien, ils se sont fait un beau jardin. Voilà. Et peut-être même un plus beau jardin que chez les autres.
En effet, Villepreux, donc, c'est une seigneurie qu'ils avaient depuis 1600, qu'ils ont acquis en 1607 et qu'ils ont gardé jusqu'en 1651. Donc, enfin, non, ils l'ont gardé après, mais disons, Tommaso est mort en 1651, donc de 1607 à 1651, il a eu quand même plus de 45 ans pour aménager son jardin. Et il a aménagé, comme vous le voyez sur le petit dessin derrière moi, il a aménagé un jardin très original qui anticipait les modèles des jardins de la seconde moitié du XVIIe siècle, avec un plan axial, comme vous le voyez, autour duquel il a organisé un théâtre d'eau, et puis toute une scénographie aquatique qui débutait par une statue de Marie de Médicis, qui était donc une sorte de fontaine, et donc toute l'eau partait de là. Et il y avait donc des carrés d'eau et des ronds d'eau, comme on trouve ensuite à Versailles. Donc le jardin conçu par Tommaso à Grand Maison était déjà anticipé ce qu'ils allaient faire dans le parc du château de Versailles, enfin, avec les fontaines, et était très différent donc des jardins qu'ils avaient, des fontaines statiques qu'ils avaient faites à Fontainebleau, ou des automates hydrauliques de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est comme s'ils avaient voulu un peu faire une expérimentation dans leur jardin sur ce qu'ils feraient plus tard dans d'autres parcs royaux. Et ça, donc ce dessin, ce plan, il a été retrouvé grâce au procès verbal qui a eu d'une expertise qui a été faite en 1744, donc plus de 100 ans après la réalisation de ce jardin, parce que l'arrière-petit-fils de Tommaso avait vendu Villepreux, donc ils ont dû faire des plans et faire une expertise. C'est comme ça, grâce à ce plan, que l'on connaît ce fameux jardin. Donc ça, ce sont des recherches, des découvertes toutes récentes. Actuellement, donc à Villepreux, il ne reste plus rien de tout ça dans le parc. Alors nous en arrivons maintenant à Versailles. Versailles, donc, qui est là l'œuvre, dans laquelle, à Versailles, ont œuvré les deux des fils, François et Pierre. Donc on est surpris de voir que, comme à la génération précédente, ils travaillent par deux frères, avec toujours un leader et un cadet qui est dans l'ombre. Donc là, le leader, c'est François, Pierre est le cadet dans l'ombre de François. François donc est né en 1617 et ce qu'on lit dans les articles, dans les ouvrages, il a été instruit du fait des eaux dès le berceau. Et il a été nommé intendant général des eaux et fontaines à la suite de son père, après le décès de son père en 1651. Donc lorsqu'ils se sont attaqués au chantier de Versailles, à partir de 1663, les Francines ne se doutaient pas de tous les obstacles qu'ils allaient rencontrer. Et que finalement ils allaient passer 25 à 30 ans à essayer de trouver de l'eau, puisqu'à Versailles il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de rivière, donc alors ils ont travaillé donc main dans la main avec le nôtre, d'ailleurs main dans la main, ils étaient voisins, ils habitaient rue Dauphine, l'un au 16, les autres au 18, donc c'était un travail disons de collègues. Et donc ils ont eu 5 défis à relever, là, trouver l'eau, la conduire, la stocker, la faire jouer et la récupérer. Alors, trouver l'eau, il y avait les temps de Clagny, donc les temps de Clagny dans lesquels on pompait. Donc pour pomper, ils ont construit des moulins. Donc vous voyez sur ce dessin d'Adam Perel, vous voyez donc des moulins au fond, donc qui devaient se situer dans le coin de la rue de l'Ermitage, parce que les temps de Clagny quand même occupaient tout le quartier des Prés, et donc toute cette eau donc était remontée vers donc ce qu'on appelait la tour d'eau. Donc, alors pour conduire l'eau, puisque j'ai dit trouver l'eau, conduire l'eau, pour conduire l'eau, donc c'est eux qui ont fait fondre les premiers tuyaux en plomb, et certains tuyaux, donc on en voit encore sur le pourtour des réservoirs, sont marqués du double chiffre FF. Francine ou François de Francine. Donc trouver l'eau, pomper l'eau, conduire l'eau et ensuite stocker l'eau. Et là, les Francines donc, participeront, ce ne sera pas que leur œuvre, ils participeront à plusieurs pour construire 4 lieux de stockage. Alors j'ai dit donc la tour d'eau, donc le dessin que vous voyez derrière, cette tour qui n'était pas belle, cette tour d'eau qui était dotée d'un château d'eau et qui était environnée de pavillons octogonaux dans lesquels il y avait des manèges avec des chevaux pour
pour disons, élever l'eau en haut de la tour où il y avait donc un réservoir de plomb. Donc cette tour a été construite en 1663, donc dans le coin des réservoirs actuels, et donc elle n'était pas très belle, et donc la parenté de ce système est attribuée et partagée entre les Francines et Claude Denis, qui était donc un fontainier. Donc ça, c'est en 1663. Donc, et là, le dessin qui est là, les deux dessins, ce sont des dessins qui sont tirés du livre de Thierry Bosquet, qui a fait des très beaux dessins imaginatifs sur ce qui se passait à l'époque. Donc 1663, 1666, donc il faut continuer à étendre les lieux de stockage. Donc François de Francine installe en haut de la grotte, donc la fameuse grotte de Tétis, un réservoir de plomb. La grotte, donc, elle a été construite en 1662, elle a été détruite en 1684, remplacée, enfin elle était dans le coin de la chapelle actuelle. Voilà. Donc 1666, mais ça ne suffit toujours pas. Donc l'année d'après, François de Francine donc, construit d'autres bassins de stockage, c'est ce que vous voyez sur le dessin d'Adam Perel. Il fait construire ce qu'on appelle les réservoirs de glaise, 3 réservoirs de glaise donc, qui sont en contrebas de la grotte de Tétis. Alors, on les appelle les réservoirs de glaise parce qu'ils étaient, l'étanchéité des bassins était assurée par un corroi de glaise qui était une technique chère aux Francini que les fils détenaient de leur père. Alors, ces bassins donc, étaient alimentés par la tour d'eau et ils étaient destinés à alimenter les bassins de l'axe principal, les fontaines de l'axe principal, le bassin de la Tonne et le bassin d'Apollon. Donc, ces réservoirs ont été construits par les Francines et sans doute aussi par le fontainier Denis Joly. Mais cela ne suffit toujours pas, et en 1672, donc, ils ont construit les réservoirs sous terre, dont nous voyons une photo ici, et qui sont toujours utilisés. Mais il fallait toujours trouver de l'eau, parce que les étangs de Clagny donc, étaient de plus en plus asséchés, étaient marécageux, et donc il fallait trouver de l'eau ailleurs. Donc c'est François de Francine qui, dès 1664, a eu l'idée d'aller chercher de l'autre côté de ce qu'on appelait la montagne de Satory, donc la Bièvre, et au niveau donc, de lieu-dit maintenant les Minières, il y a trois chaînes d'étangs, l'étang du Val, l'étang du Renard et l'étang de Bouvier. Et là donc, il a imaginé les mêmes systèmes qu'à Versailles, que le long de l'étang de Clagny. Ils ont construit des moulins pour remonter l'eau. Donc vous voyez ici, donc, alors le dessin c'est un schéma, un dessin de François de Francine qui représente donc un moulin et vous voyez ce que le dessinateur Thierry Bosquet imagine de ces moulins qui étaient le long de la Bièvre. Et en dessous vous voyez une photo comme un tronc d'arbre, ce sont les restes de fondation de ces moulins donc, qui ont fonctionné et qui amenaient l'eau à Satory, et ensuite il y avait donc un relais et l'eau repartait et était conduite jusque donc dans le parc du château et traversait il y avait pas comment ça s'appelle, la pièce d'eau des Suisses n'existait pas, donc là c'était des siphons qui traversaient cet endroit et des siphons qui fuyaient, donc ça créait quand même une zone très très marécageuse. Donc ça a bien fonctionné pendant une dizaine d'années. Donc ça, j'ai dit que ça avait commencé en 1664, et 10 ans après, en 1674, il fallait encore trouver d'autres idées, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça a été le combat de leur vie, de toujours trouver de l'eau, aller la chercher. Donc en 1674, François de Francine a présenté au roi un projet donc, de rigole, toujours qui en fin de compte étaient des petits fossés qui recueillaient les eaux de pluie, et donc d'abord sur le plateau de Satory, et puis ensuite de plus en plus loin, puisque les rigoles, il y en a jusqu'à Rambouillet, et il en existe encore, notamment la grande rigole dans le coin de Rambouillet. Donc cette proposition de rigole a été retenue par le roi, et donc étendue au territoire environnant Versailles. Donc il y a dans les archives des croquis, alors le croquis qui est là, je pense qu'il est de François de Francine, qui représente donc un projet de rigole. Ils avaient eu aussi un autre projet, c'est de dériver la Juine, près d'Orléans, dériver cette rivière pour amener l'eau à Versailles, mais en fin de compte, la Juine, c'était une rivière qui était plus basse que Versailles, donc ça ne pouvait pas marcher. Voilà, et donc là, il y a un dessin qui représente aussi donc, une machine à goder,
une machine à chapelet destinée à remonter l'eau, parce qu'une fois que l'eau était utilisée, eh bien, ils ont aussi eu l'intelligence de la remonter pour réutiliser l'eau. Donc c'est une machine, disons, brevetée, construite par François de Francine et qui a eu des honneurs d'encyclopédie, qui ont, notamment Bernard de Billidor, qui est ingénieur hydraulicien, a fait le compliment suivant: voici l'ingénieuse machine que M. Francini a exécutée en 1668 par ordre de Colbert dans le jardin de l'ancienne bibliothèque du roi. Donc toutes ces machineries, étaient faites pour quoi faire? Pour alimenter les fontaines, sur lesquelles les Francines travaillaient également. En 1672, soit 10 ans après le début des travaux d'aménagement du parc, le mémorialiste Donneau de Visé a écrit dans le Mercure galant: « Je n'aurais jamais fini si je voulais vous parler des merveilles que les eaux produisent dans ce lieu délicieux. Monsieur de Francine leur fait faire des choses qui surpassent l'imagination. » Donc on parle de Monsieur de Francine, donc c'est toujours l'aîné, mais donc là, Donneau de Visé met en avant la magnificence des jets d'eau. Les jets d'eau, et effectivement, 2 ans avant le décès de François de Francine, donc en 1686, il y avait 1400 jets d'eau quand même, alors qu'en 1930, il n'y en avait plus que 600. Donc la créativité des Francines est impressionnante, et là on peut le voir, parce que c'est difficile de savoir précisément tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même une œuvre souterraine, et de savoir, mais je pense qu'ils ont travaillé sur pratiquement toutes les fontaines, et notamment sur le bosquet des Trois Fontaines, ça qui a été donc aménagé en 1677, qui a été réhabilité récemment. Et là, donc, c'était des jets d'eau extraordinaires, puisque sous ces jets d'eau qui étaient en tunnel, on pouvait se promener sans se mouiller. Donc c'était quand même extraordinaire. Ils ont aussi participé à l'aménagement des fontaines de la salle de bal entre 1680 et 1681. Donc on la connaît tous, cette salle de bal avec un amphithéâtre décoré de coquillages, comme aussi le bosquet des Trois Fontaines, où quand vous regardez les bassins, vous voyez des coquillages. C'est un peu aussi une marque de fabrique Francine. Ils avaient fait la même chose à Saint-Germain, donc des coquillages qui faisaient venir de contrées lointaines et dont ils incrustaient les bassins. Quand on regarde les bassins de près, on le voit, et pareil pour la salle de bal. Ça, donc, salle de bal et bosquet des Trois Fontaines existent encore. N'existe plus d'autres fontaines qui visiblement étaient magnifiques. Donc, d'abord le labyrinthe, dont on a tous entendu parler, qui avait été aménagé en 1665 et qui était constitué de 39 fontaines, qui représentaient chacune les fables d'Ésope, avec des personnages et des animaux, grandeur nature, qui étaient en plomb. Et ce bosquet, donc, il a été détruit par Louis XVI et remplacé par le bosquet de la Reine, le bosquet dans lequel on pense qu'a eu lieu l'affaire du collier. Il y avait aussi le bosquet de l'Arc de Triomphe, qui était le pendant du bosquet des Trois Fontaines et qui est maintenant remplacé par le groupe de la France triomphante. Et c'est un bosquet qui, tous les jets d'eau étaient extraordinaires. Il y avait de l'eau qui jaillissait, qui bouillonnait, il y avait des illusions d'optique, on avait l'impression de voir du cristal, c'était merveilleux. Donc ça, c'est l'œuvre des Francines. Et puis enfin le théâtre d'eau, qui a été aménagé en 1671 et dans lequel il y avait eu des fêtes admirables. Ce théâtre d'eau, il avait, disons, 18 bassins qui étaient en forme de siège, et avec derrière donc, le théâtre d'eau en lui-même, avec 4 niches remplies de bassins, de fontaines de statues et des allées d'eau donc, entre ces niches. Et par un jeu de robinet, donc, le fontainier pouvait faire jouer l'eau d'une dizaine de façons, sous la forme de grilles, de lances, d'aigrettes. Donc c'était quand même c'était extraordinaire et très très fin au niveau de du jet d'eau final. Donc pour dire qu'en une génération, ils sont devenus au niveau artistique, au niveau du jet d'eau, beaucoup plus fin et subtil qu'à la génération de Tommaso, où quand on pense aux automates qui crachaient vulgairement de l'eau au nez des gens, là on est vraiment dans quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, l'ingénieur hydraulicien Barbet, qui a écrit le livre de référence au XXe siècle sur les fontaines et sur Versailles, écrit « Les Francines vont montrer leur maîtrise et donner au parc de Versailles un de ses attraits les plus caractéristiques, les divertissements. Versailles doit autant aux Francines qu'à aucun autre artiste. »
Donc tout ça pour dire que ces fontaines, elles étaient faites pour le divertissement. Et c'est vrai que quand on visite le parc, quand on se promène dans les bosquets, très peu de panneaux mentionnent le nom des Francines. Hein, on le voit qu'au niveau d'une des fontaines, alors je ne sais plus laquelle, je l'ai mise à la fin, je vous le redirai, mais je ne l'ai vu qu'à un endroit noyé dans un texte, alors que je pense que les Francines ont fait plus que ce qu'il n'en reste. Alors, on est très axé sur les jardiniers, sur les architectes, et eux, je pense qu'on les a peut-être un peu oubliés. Parce que c'est vrai que leur œuvre, c'est une œuvre quand même souterraine. Alors, ma quatrième et dernière partie, c'est la descendance francinienne. Parce que donc, Tommaso de Francine a une descendance nombreuse. Je vous ai dit tout à l'heure à peu près 13 000 descendants, dont 700 actuellement vivants, à peu près répertoriés. Et beaucoup de familles donc, en descendent. Alors, ce qui est amusant, c'est ce que je vous ai mis sur cette diapo, c'est que les armoiries Francine qui m'intéressaient depuis le début, avec les fleurs de lys sur fond d'azur, et bien finalement, au niveau des descendants, il y a des familles bâtardes de France. Donc je cite par exemple les Bourbon-Busset, descendent des Francines, les Bourbon-Chalut, les Beaufremont-Courtenay, et puis donc des familles princières ducales, les Caraman-Chimay, les Broglie. D'autres familles ducales, les Chabot-Tramcourt, les Chevron-Villette, les Rohan-Chabot, les La Rochefoucauld. Et puis tout un tas d'autres familles, les Daboville, les Dandinier, les Beaumont, les Bec de Lièvre, enfin, puisqu'il y a 13 000 descendants. Et alors, parmi ces descendants, je voudrais quand même citer deux descendants illustres. C'est le mari de Madame de Pompadour, qui était un arrière-petit-fils de Tommaso de Francine. Donc Madame de Pompadour, c'était une arrière-petite-fille par alliance. Donc le mari de Madame de Pompadour, qui était Charles-Guillaume le Normand d'Étiole, qui était chevalier, qui était président du présidium de Blois, et qui était qui était petit-fils de Pierre de Francine, qui était lui-même un fils de Tommaso. Et un autre petit-fils célèbre, c'est Jean-Nicolas de Francine, lui donc petit-fils de Tommaso, qui a épousé la fille de Lully, et qui, grâce à son mariage, a pu être directeur de l'Opéra Royal de 1696 à 1728. Et lors de son mariage avec donc, Catherine Lully, Jean-Nicolas de Francine avait comme témoin le dauphin, la dauphine, donc c'était pour montrer qu'ils étaient bien introduits en cour. Voilà. Donc, beaux exemples de la descendance francinienne. Alors, maintenant je vais parler rapidement de la descendance de Francine dans ma belle famille, parce qu'il y a un intérêt. Donc je vous ai dit au début que l'une des filles de Tommaso de Francine, Marie de Francine, avait épousé un Normand, Anne du Fayet de Carzy. Alors Anne du Fayet de Carzy, qui appartenait à une très vieille famille d'extraction, famille normande, mais en épousant ce Normand, Marie de Francine, elle est devenue une provinciale, c'est-à-dire que, contrairement à ses frères qui étaient à la cour, à l'une de ses sœurs qui était aussi très en vue à la cour, elle est devenue provinciale et elle a disparu un peu de la vie de la cour. Et alors je suis allé sur ses traces et elle habitait un tout petit manoir à Saint-Léger du Génété, donc en Normandie, dans l'Eure, tout petit manoir, et elle est enterrée avec son mari dans l'église sous une modeste pierre tombale. Et donc je pense qu'elle a mené une vie modeste là-bas, enfin une vie d'aristocrate, mais une vie modeste. Et il reste quelques papiers qui proviennent d'elle, son contrat de mariage, son testament, et puis des dons qu'elle a fait donc, au monastère de Brionne, dans lequel une de ses filles était religieuse. Par ailleurs, c'est ce que vous voyez sur les dessins, et ça, je trouve ça très, très important, c'est que dans les armoriaux d'osier, donc les armoriaux d'osier sont constitués d'une partie écrite, la description des armoiries écrite, et d'une autre partie des dessins. Et donc j'ai recherché les représentations du blason des Francines dans les armoriaux d'osier. Eh bien, pour les Francines parisiens et les Francines versaillais, ils n'ont pas été dessinés, peut-être que ça n'a pas été terminé, et les deux seules personnes pour lesquelles il y a un dessin de ce blason Francine, ce sont donc Marie de Francine, Madame Dufay, et sa fille Anne-Élisabeth Dufay, qui a épousé un monsieur de Rély.
Et donc, vous voyez donc sur ces dessins les armoiries d'Alliance avec les armoiries du Failly et la croix avec les éperons, les mallettes d'éperons, et les très jolies et les belles armoiries Francini. En dessous, vous voyez donc que sa fille a coupé son blason en deux. Elle a mis en haut les armoiries de son père, donc du Failly, et en bas, elle a mis les armoiries de sa mère. Donc, ce qui montre bien que la famille Francini avait quand même une aura et que on peut se dire, bah oui, c'était une famille italienne qui est rentrée dans l'aristocratie française, mais c'était quand même finalement une famille bien en vue à la cour, et donc finalement ces armoiries-là perpétuent la descendance Francini, puisqu'ils ont réuni les armoiries des deux familles. Voilà. Et par ailleurs, cette famille du Failly avait donc le château de Tailly, donc à Duclair, donc en Normandie. Et lors de travaux de rénovation, ils ont découvert des inscriptions qui mentionnaient Marie de Francine, enfin c'était en abrégé, fille de l'intendant des eaux et fontaines de France. Donc, alors que cette propriété est une propriété ancestrale du Failly. Donc pour bien montrer que quand même cette alliance des Francini avec des vieilles familles françaises était quand même perçue comme étant honorable. Alors voilà ici donc l'ancêtre de cette branche donc, de ma belle famille, qui est un arrière-petit-fils de Marie de Francine. Donc lui, bien, il s'est établi donc, dans son fief en Normandie, il s'appelait du Failly de Carzy. Donc à Carzy, à la fin du XVIIIe siècle, il s'est fait construire donc, le château de Carzy. Et ce qui est curieux, c'est qu'alors que lui, donc visiblement avait des moyens, se faisait construire ce château magnifique, son cousin Francini, qui était son cousin alors issu de Germain, était en train de mourir ruiné dans le pavillon du château d'eau de l'Observatoire, et il avait vendu son château de Villepreux. Donc d'une même famille et deux destinées bien différentes. Pour vous dire aussi que les liens étaient restés entre les Dufay et les Francine, ce seigneur normand, donc avec son château de Carzy, avait une chapelle et avait la possibilité de nommer son chapelain, mais qui était plus pour en tirer des bénéfices. C'est ce qu'on appelle en Normandie un personnataire. Eh bien, il avait nommé comme personnataire son cousin, l'abbé Thomas de Francine, qui était donc parisien et qui était un fils de François de Francine. Donc pour vous dire que vraiment, cette famille, ces familles, elles avaient gardé des liens, et que les Francine, même s'ils étaient à Versailles ou à Paris, étaient très liés avec cette branche normande. Donc j'en ai terminé. Ma conclusion quand même, c'est pour dire que il y a souvent un adage qui dit qu'une famille, elle construit sa fortune sur une génération, elle la fait croître à la seconde, et puis que la troisième la dilapide. Là, à une échelle différente, les Francini, ils ont prospéré pendant les deux premières générations, celles que nous avons vues ici. Ça a stagné ensuite pendant les deux suivantes, et puis ça a chuté pendant les deux dernières générations, puisqu'ils ont été ruinés. Alors, donc les deux premières générations, elles ont été brillantes, et elles ont donc construit des fontaines donc dans les châteaux, dans les parcs des châteaux royaux. Les générations suivantes n'ont pas fait ça, elles ont juste conservé la charge d'intendant des eaux et fontaines de France, donc qui leur permettait sans doute d'avoir un revenu, et puis c'était honorable, mais elles n'ont rien fait. Alors, à ces générations-là, ils avaient peut-être encore la charge d'entretenir l'aqueduc d'Arcueil, mais l'aqueduc d'Arcueil, il était de plus en plus mal entretenu, et finalement, il a fini par ne plus du tout fonctionner, et donc les Francine ne s'en occupaient plus. Le dernier Francine, donc c'est Pierre Thomas, un petit garçon qui est décédé à l'âge de 11 ans en 1784, et c'est le dernier Francine du nom. Donc autant il y a de nombreuses descendances, 13 000 descendants, 700 descendants actuels, le nom n'est plus porté, ou n'est plus porté. Certains disent qu'il y a une descendance qui est partie aux États-Unis, et qu'une famille Francine tout court, américaine, serait des descendants Francine, mais j'ai pas de preuve de cela. Alors, que reste-t-il d'eux? Donc les fontaines, les dessins, et il reste quand même quelques noms de rues. Là, vous voyez, à Villepreux, il y a une rue Francine, à Versailles, il y a un square des Francines,
une place des Francines, une fontaine Francine. À Paris, il y a une rue Tommaso Francini. Et puis donc à Fontainebleau, sur le banc, il y a donc cette marque. Et dans le parc, au niveau des bosquets, dans le bosquet du Théâtre d'Eau, dans la notice, les Francines sont citées. Mais ils sont cités comme ayant participé à la conception du bosquet du Théâtre d'Eau. C'est marqué conçu par les fontainiers Francine. Voilà, c'est tout ce qui est mis. Donc je pense qu'il mériterait mieux. Et donc c'est pour ça que je suis satisfait d'avoir pu en parler ici et de pouvoir en parler ailleurs si besoin. Voilà. Donc je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt.